projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Niamey, au cœur de la foire du Ramadan, un événement incontournable qui attire des commerçants de toute la sous-région chaque année. Nous en parlerons dans un instant, mais avant cela, voici le sommaire de votre magazine. Avec deux grands hommes et demi, Diadier Dembélé éclaire l'exil sous un jour inédit en révélant la quête identitaire de ceux qui naviguent entre deux mondes. À partir du moment où un homme commence à se plaindre de sa situation, à dire la réalité de ce qu'il vit, il peut être perçu comme indigne ou tout simplement comme un lâche. Donc il préfère dans ce cas pas mentir, mais omettre des informations nécessaires et la pratique était courante. Au Niger, la foire du Ramadan devient un lieu de rencontre réunissant communautés et artisans autour de la culture, célébrant la richesse du mois sacré. Je garde le contact avec la plupart de mes clientes. Et lorsque je rentre au Nigeria, plusieurs d'entre elles m'appellent pour passer commande pour divers produits. Il me suffit ensuite de leur en faire la livraison au Niger. Un travail pénible et des femmes déterminées capent sur le site de concassage de granit de Parakou au Bénin qui attire plus de 600 personnes chaque jour. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes, tu fais ton job. À Niamey, la foire du Ramadan est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un rendez-vous incontournable où se mêlent spiritualité, solidarité et célébration de la diversité culturelle du Niger. Pendant tout le mois sacré, des centaines d'artisans, commerçants et producteurs venus de toutes les régions du pays se retrouvent pour offrir leurs produits dans une ambiance festive et conviviale. Des mets traditionnels aux objets d'artisanat, la foire est une véritable vitrine du patrimoine local, mais aussi un espace de rencontre où tradition et modernité se côtoient. Un reportage de notre correspondant Jean-Dibril William au Niger. Ils sont sénégalais, togolais ou encore marocains et ont choisi comme chaque année de passer le mois de Ramadan au Niger, non pas pour la chaleur du climat, mais pour proposer à la vente les produits de leur pays d'origine respectif. La foire du Ramadan, un rendez-vous annuel pour ces commerçants désireux d'investir le marché nigérien, le temps de ce mois béni pour les musulmans. Je viens de Lomé, j'ai amené les tout cousus, les pagnes, les petits poissons, les huiles rouges, tout ce que les Togolais mangent. J'ai amené tout quand même, les amuse-gueules, tout. Les Nigériens, ils aiment beaucoup de pain, surtout nos complets, là, ils aiment ça beaucoup. Chaque année. Cela fait 12 à 13 ans que je viens à Niamey chaque année et je propose des habits en coton pour les enfants et pour les adultes. Je propose également du voile brodé, mais les habits pour enfants marchent beaucoup mieux. Et les Nigérians aiment également les habits en coton à cause de la chaleur qu'il fait ici. Ici, les articles textiles, pour la plupart, attirent une multitude de clients locaux. De la babouche marocaine aux tissus légers, propres au Sénégal et au Bénin, la foire du Ramadan est l'occasion pour certains de faire leurs emplettes à quelques jours de célébrer l'Aïd el-Fitr. Il y a la diversité de produits à travers même les autres pays, donc avec les gens du Mali aussi et du Burkina qui sont venus pour faire des expositions. Ils ont amené des matériels que nous n'avons pas ici. Donc nous allons profiter de l'occasion pour acheter avec eux les produits que nous n'avons pas, que nous avons besoin ici. Et aussi certains habits traditionnels pour les enfants, pour bien fêter quoi. On est là pour chercher les tenues de fête des enfants. Voilà, c'est mieux que de coudre parfois. Et c'est plus rapide aussi, surtout avec le temps qui presse. Donc si on a une petite de choix, on regarde, on choisit. Une aubaine et un marché de choix pour les milliers d'exposants venus de divers pays de la sous-région. Pour certains, la foire du Niger constitue d'ailleurs un rendez-vous incontournable avec une clientèle friande de produits venus d'ailleurs. Il y a des produits qu'on amène et ce n'est pas notre première fois. Il y a des trucs de tout cousu, très, très bons en coton, qu'on amène à tout moment. C'est parce que quand on amène, les gens payent, ils sont très intéressants. C'est des trucs en coton et ils sont, à tout moment on amène ça et il n'y a même pas de problème. Ils payent ça et à tout moment quand ils voient, ils payent. C'est parce qu'ils sont très, très intéressés. Résultat,
Pour la plupart de ces artisans, la foire a été, au fil des éditions, l'occasion de nouer des contacts, mais aussi de fidéliser leurs clients locaux, de quoi permettre de poursuivre les affaires tout au long de l'année. Les Nigériens, par exemple, ils aiment les produits togolais parce que la plupart de ceux qui vendent ici, ils viennent acheter à Lomé. Donc quand vous venez, vous amenez les choses, il y a certains qui on tisse les relations pour que demain ils vous appellent, ils demandent je veux telle chose, et puis vous les envoyez, ils font les commandes. Et puis parce que c'est là-bas, ils viennent chercher les choses. Et si tu en as ou bien tu n'en as pas, ils vont te demander si on peut trouver ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à Lomé, ils demandent si on peut trouver tel produit. Si tu peux nous trouver, si c'est bon, tu lui cherches et puis tu t'envoies de l'argent. Je garde le contact avec la plupart de mes clientes. Et lorsque je rentre au Nigeria, plusieurs d'entre elles m'appellent pour passer commande pour divers produits. Il me suffit ensuite de leur en faire la livraison au Niger. Outre les produits vestimentaires et alimentaires, la foire du Ramadan propose divers articles allant de la bijouterie aux ustensiles de cuisine. Une diversité et une allure de marché sous-régional qui attire plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Dans son roman Deux grands hommes et demi, l'écrivain malien Diadier Dembélé nous plonge au cœur d'un voyage à la fois intime et universel. À travers les destins entrelacés de deux amis, il dépeint les tragédies contemporaines de l'exil, du changement climatique et du déclassement social. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec lui de l'inspiration derrière ces personnages, des réalités migratoires ainsi que de son engagement auprès des migrants. Regardez. Diadier Dembélé, bonjour. Vous êtes l'auteur du roman Deux grands hommes et demi qui retrace le parcours de deux amis maliens migrants en France dans les années 80 et 90. Comment vous est venue l'idée de ces deux personnages ? Bonjour, je vous remercie pour la question. Alors, l'idée est née du précédent roman, qui s'appelait Le duel des grands-mères. Dans ce roman, il y avait un personnage, donc le père du narrateur, Kaba, qui travaillait dans un pays lointain. En tout cas, c'est comme ça que le narrateur essayait d'expliquer le travail de son père lorsqu'on lui demandait c'était quoi le travail de ton père. Donc, c'est à partir de ces personnages-là et de retour des lecteurs que j'ai construit en partie ces deux personnages-là, Mancha et Toko. Mais aussi, en fait, dès le départ, mon ambition, c'était de raconter une histoire sur 3 générations. Donc, il y avait le grand-père qui connaissait la colonisation, qui a vécu cela. Ensuite, le père qui arrive en France. Ensuite, le fils qui suit les traces de son père, donc qui va raconter cette histoire-là. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ça faisait presque une saga familiale sur plusieurs tomes. Donc vraiment, c'est à partir de cela que j'ai créé un premier personnage, donc Toko, qui venait en France, qui travaillait. Mais je me suis rendu compte que ce personnage-là était trop lisse. Il suivait les règles, donc il obéissait, donc tout se passait presque trop bien. Et c'est ensuite que j'ai commencé à développer le personnage de Mancha. Donc voilà, un peu rebelle, qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'écoute personne, qui est très sanguin. Et c'est à partir de là que cette amitié a été presque un lien, une forme de duo, de yin-yang entre les deux. Voilà. Mais avant d'aborder l'immigration vers l'Europe, votre ouvrage n'est-il pas d'abord un roman sur l'exil inévitable de beaucoup de ces jeunes forcés de quitter leur village en raison de mauvaises récoltes ? Est-ce là que commence le départ ? Le départ commence effectivement sur les conditions globales. Donc il y a bien sûr la sécheresse qui est là. Il y a surtout d'autres choses dans le roman qui ne sont pas explicitement dites, mais là, le sentiment de déclassement social. Parce que c'est de là que part l'exil de Mancha. Son père est une personne qui a connu à peu près la bonne fortune et qui tout à coup se retrouvait appauvri, donc a été obligé de devenir cultivateur. Donc la sécheresse presque vient accentuer ce sentiment de déclassement, donc qui n'a comme solution envisageable que l'exode rural dans un premier temps. Donc c'était aussi pour montrer que la destination finale n'était pas nécessairement l'Europe. Ça a été l'Europe à un moment donné par des choix personnels, parce qu'il y avait un contexte politique aussi qui demandait cela. Mais la plupart de ceux qui quittent les villages vont d'abord dans les grandes villes à côté de leur village, avec l'idée de travailler comme des saisonniers, en dehors de la saison des pluies, donc pendant la saison sèche, ensuite d'économiser assez d'argent et de retourner au village ensuite. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu, donc ça fait que il se crée ensuite d'autres parcours de migration qui peuvent les amener loin de leur pays d'origine.
Alors vous avez parlé de déclassement social, mais on voit que très vite la famille, la tradition s'invite finalement à la première place de l'existence de ces deux amis, les privant de tout libre arbitre finalement. Ce piège qui se referme sur eux, il est toujours très prégnant. Alors, précisément au Mali, il y a encore un certain conservatisme. Donc, dans la famille, il y a la gérontocratie, ce qui fait que c'est le chef de famille qui décide pour tout le monde. Donc, pour le cas de Mancha, cette chef de famille, c'est son père qui décide pour lui, qui décide pour les autres membres de la famille. Donc, il va lui imposer un choix. Et il n'a aucune possibilité de refuser. C'est cela qui est tragique, parce que il y a cette croyance de la malédiction des parents qui existe, qui est là. Un enfant doit toujours obéir à ses parents, quelle que soit la demande, quelle que soit la contrainte, ne jamais dire non, parce qu'à partir du moment où on dit non, donc on casse quelque chose de l'ordre des tabous, et donc ça fait qu'on devient infréquentable. Donc la peur d'être perçu comme l'enfant maudit, comme la femme insoumise, en l'occurrence pour les femmes, fait que beaucoup de gens acceptent de subir des décisions jusqu'au point où finalement ça devient insupportable pour eux. Ce qui frappe dans leur arrivée à Paris, c'est l'omniprésence du silence sur leur situation. Ils dorment dans un couloir d'un taudis de la banlieue de Paris, mais ils ne doivent pas livrer ces détails à leurs proches pour ne pas inquiéter. Que penser de ce silence tacite qui perdure toujours aujourd'hui ? Alors, ça existe toujours, mais je pense qu'en dehors de toute considération philosophique ou sociologique, c'est tout d'abord en fait une perception sur la dignité. En fait, à partir de quel moment je suis indigne lorsque je suis un homme, que je traverse, c'est que on peut appeler une épreuve difficile, une épreuve tout court en fait, une situation difficile à vivre. Donc à partir du moment où un homme commence à se plaindre de sa situation, à dire la réalité de ce qu'il vit, il peut être perçu comme indigne ou tout simplement comme un lâche. Donc il préfère dans ces cas pas mentir, mais omettre des informations nécessaires. Et la pratique était courante, on écrivait des lettres, comme des lettres administratives avec des expressions toutes faites, pour donner des nouvelles, à rassurer, mais on ne disait jamais rien de la pression de la police à cette époque, de l'insalubrité des lieux de vie, des conditions de travail difficiles. Il arrivait même que lorsqu'une personne ne travaille pas pendant 6 mois, mais qu'il avait ses papiers, qu'il avait besoin d'aller au village, les autres cotisaient pour lui payaient son billet, lui donnaient de l'argent pour faire les courses. Il partait dans son village d'origine. Tout se passait bien, personne ne savait exactement ce que c'est passé de l'autre côté. Donc c'est plus une question de l'ordre de l'orgueil et de la perception de la dignité dans ce cas, je pense. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Au Bénin, le site de concassage de pierres de granit de Parakou est le lieu de travail quotidien de plus de 600 personnes, en majorité des femmes. Une activité particulièrement pénible, suivie de près par des organisations non gouvernementales inquiètes des conditions de travail sur place. Pourtant, aux yeux de ces femmes qui exercent plusieurs activités, le concassage demeure un moyen d'assurer la subsistance de leur famille. Elles se sont confiées à notre correspondant au Bénin, Didier Assogba. Regardez. À Parakou, deuxième métropole du pays, au nord du Bénin, plus de 600 femmes travaillent quotidiennement au concassage manuel de pierres de granit. Le site, communément appelé Carrière dans la région, est situé à moins de 2 mètres de la voie inter-État Bénin-Niger, empruntée chaque jour par de nombreux camions. Des camions justement dont certains desservent les entreprises du BTP qui s'approvisionnent à la carrière. Ce travail manuel qui se fait dans la poussière, les bruits de bateaux et sous un soleil de plomb comporte beaucoup de risques. Mais c'est le mieux payé selon les femmes que nous avons rencontrées sur place. À la carrière ici, il y a plus de femmes que d'hommes.
puisque les femmes ont trop besoin d'aide. Les enfants doivent manger. L'argent que je gagne, je suis en train de faire tontine avec, de réaliser quelque chose avec, d'autres activités à faire. Mais pour vite apporter l'argent, je vois que la carrière là, ça peut vite aider à gagner vite l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi la carrière. Bon, j'ai débuté, ça fait au moins 3 mois. Aujourd'hui, j'ai déjà rempli 2 tonneaux. Je viens 6 fois par semaine à la carrière. L'activité en elle-même consiste à chauffer les effleurements de granit avec des feux de bois pour les faire éclater. Ensuite, les éclats sont concassés à la main avec des marteaux. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes pour faire ton job. C'est tout. Si tu es rapide, tu peux faire au moins 2 tonneaux comme ça par jour. Tu es payé à 1400 francs par tonneau. Nous venons ici à 6 heures et nous rentrons à 19 heures. Tel que moi, je suis en train de prendre le goût de la chose. Je ne sais pas si je vais arrêter carrément. Je peux choisir 2 fois par semaine, toute la semaine. Mais sauf si tu es fatigué, les dimanches, tu peux te reposer. Ça a beaucoup de risques. Parce que quand on casse ça, ça peut typer, nous blesser quelque part la main ou bien au pied, le visage. En tout cas, partout quand même, on reçoit des blessures comme ça de temps en temps. Est-ce que ces risques méritent ce qu'on gagne? On peut dire oui, parce qu'il n'y a pas mieux. Venir à la carrière peut être un tremplin pour les jeunes filles en quête d'un moyen pour se lancer dans une formation sans moyens et sans soutien. C'est le passage obligé pour plusieurs femmes à la recherche de moyens de poursuivre une formation. Je suis venue à la carrière de Parakou pour avoir de l'argent pour payer mes frais de formation de couture. Et en cassant, Caillou a eu ma main quoi. Ça a commencé par couler sang. À la carrière de Parakou, à part le concassage de pierres, il y a les ramasseuses de pierres. Elles s'occupent de regrouper les pierres concassées à des endroits précis pour faciliter la tâche aux camions qui ne peuvent pas monter sur la colline. Elles gagnent le plus bas salaire de la carrière. Si je viens ici, c'est juste pour faire le chargement. Je suis à 900 par jour et c'est 9 tonneaux. L'unité est à 100 francs. Et on me paye le même jour. Bon, si je charge. Arriver à la maison, pour dormir parfois c'est difficile parce que je sens des malaises au niveau de mes articulations. Je fais ça parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Je ne veux pas me prostituer. Après le plus grand marché de Parakou, ce lieu de concassage de pierres de granit est le deuxième pourvoyeur d'emploi des femmes de la ville. Conscientes des risques qu'elles courent, la plupart des travailleuses de la carrière cotisent dans les tontines pour se lancer dans une autre activité. Mais la situation sur place demeure extrêmement préoccupante pour les ONG. Elle pointe l'absence d'eau potable en quantité suffisante ainsi que la présence sur place d'enfants travailleurs. Dans cette seconde partie de notre entretien, Diadier Dembélé aborde son expérience en tant qu'interprète auprès des migrants, un rôle qu'il a profondément marqué et qu'il a su transposer dans ses écrits. Regardez. Diadier Dembélé, votre roman 2 grands hommes et demi se déroule dans les années 80 et 90. Sera-t-il traduit et publié en Afrique et comment pensez-vous qu'il serait perçu par un jeune Malien d'aujourd'hui? J'espère que le roman sera traduit, du moins publié, tel quel, en français, soit au Mali, soit dans un pays francophone voisin comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Après, ce sont des sujets de discussion avec l'éditeur qui sont en cours, donc qui sont envisageables. Depuis juin 2023, c'est toutes les langues nationales qui sont au nombre de 13, dont la plus parlée est le Bambara, donc qui sont devenues les langues officielles. Donc j'espère pouvoir traduire un jour ce roman dans cette langue-là, quand même, qui est une langue très parlée au Mali, qui est presque la langue de la culture nationale. Par rapport à la perception alors des jeunes sur ce roman, je pense qu'aujourd'hui,
Ce qui a peut-être changé, c'est que dans les années 90 ou 80, il y avait un flou sur ce qui se passait réellement en France. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de télé, donc les jeunes ne savaient pas, pensaient que c'était l'Eldorado, parce que forcément, lorsque les aventuriers, on les appelle comme ça, revenaient au pays, donc ils étaient dans une vie facétieuse, ils distribuaient de l'argent, c'était la fête. On ne savait pas dans quelles conditions ils avaient acquis cet argent-là, ni dans quelles conditions eux-mêmes vivaient. Mais aujourd'hui, on a accès à ces informations. Donc, ça fait que les jeunes ont un regard moins rêveur là-dessus. Mais étant donné la situation du pays, donc la situation même globale de l'Afrique de l'Ouest tout court, ça ne dissuade pas certains jeunes de prendre la route. Ça ne les dissuade pas parce qu'il y a aussi une forme d'héroïsation, si je peux le dire comme ça, de dire que c'est une personne qui est capable aujourd'hui de traverser le désert, de prendre des barques, d'arriver en Europe et de réussir est un héros. Donc forcément, ça fait que ça pousse certains à suivre la trace de leurs aînés. Et après, par rapport au roman, aux gens qui le liront ou qui auraient un avis là-dessus, je ne peux pas trop le dire parce que ça va dépendre de la vision de chacun, de sa compréhension du monde. Vous avez travaillé dans une association d'aide aux migrants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail ? Oui, j'y ai travaillé pendant 2 années et demie. Donc, le public visé était essentiellement des demandeurs d'asile venus d'Afrique de l'Ouest, des mineurs non accompagnés ou des personnes déjà en situation régulière qui se rendaient dans l'administration française. Donc, j'intervenais sur 2 langues qui sont le soninké et le bambara, donc qui sont des langues parlées au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, etc. Donc, c'était des gens originaires de ces pays-là qui avaient besoin des traditions que je faisais. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez ces nouveaux arrivants, dans leur état psychologique, dans leur attente, dans leur inquiétude ? Alors, il y avait toujours une forme de résilience, parce que la plupart de ceux qui arrivaient en 2019-2020 passaient soit par le Maroc, soit par la Libye. Donc, il y avait une forme de soulagement, mais aussi il y avait une inquiétude sur la suite. Concernant la demande d'asile, malheureusement, pour ceux qui venaient du Mali, il y avait très peu de réponses favorables, même pour des situations spécifiques comme la question de l'esclavage ou l'excision, etc. Certains trouvaient que les Français posaient beaucoup de questions, trop de questions même, et qu'à un moment donné, ça devenait épuisant de devoir à chaque fois répéter les mêmes choses tout le temps, comme si c'est en répétant la vérité qu'elle reste une vérité et qu'elle ne se disperse pas, alors que ce n'est pas ça. Ils savent que ce qu'ils ont vécu est vrai. Donc ne comprennent pas le besoin qui existe chez les travailleurs sociaux de vouloir que tout ceci soit exprimé à chaque fois, être noté, et en même temps qu'on attend d'eux que les émotions restent intactes. Alors qu'ils font tout justement pour ne pas pleurer, fondre en larmes lorsqu'ils racontent la traversée, les gens qu'ils ont vus mourir, ou des gens qui étaient battus par les passeurs, ou en Libye, ceux qui étaient emprisonnés. Et ça m'avait beaucoup touché. Vous avez parlé d'un pessimisme général en France au sujet du combat contre la législation anti-immigration. À votre avis, que peuvent apporter les Africains, que ce soit au niveau des États ou au niveau de la société civile, à ce débat qui semble pour le moment rester assez cantonné à l'Occident, à l'Europe, aux Européens ? Alors, je pense que ce que peuvent apporter les États, en dehors de ce qui a déjà été fait, qui consiste à faire des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens de ne pas partir, je pense que concrètement, ce que je veux dire est très engagé, mais c'est aux États de montrer que, quelle que soit la nature, la condition régulière ou irrégulière d'un ressortissant de leur pays, ça reste un citoyen de leur pays. Pourquoi les États africains regardent les citoyens de leur pays subir des choses affreuses et ne réagissent pas? En fait, je souhaiterais qu'au moins qu'il y ait des cellules dans les ambassades, dans les consulats, dans différents pays européens ou maghrébins, qui puissent apporter le minimum à ces ressortissants-là qui soit attendent d'arriver en Europe ou sont déjà là. Donc je pense que les États peuvent apporter un soutien moral
dans ce sens-là. Et par rapport à la société civile africaine, je pense qu'il devrait essayer de mettre en place des plateformes aussi pour communiquer sur les coopérations qui existent entre les jumelages entre des villes en Afrique et des villes en France, des coopérations qui ont permis à certains villages d'avoir des châteaux d'eau, des adductions en eau, d'avoir des écoles, d'avoir des centres de santé. Et tout ceci est à la fois financé par les personnes immigrées en France, par des subventions des régions ou des villes, et aussi par les gouvernements. Et d'un autre côté aussi, que la société civile africaine, surtout je parle particulièrement pour le Mali, comprenne que les personnes qui partent travailler à l'étranger ont leurs propres dépenses à gérer. Donc le peu d'argent qu'ils peuvent économiser, leur envoyer, que cet argent ne serve pas seulement à payer les dépenses courantes, mais qu'elle puisse aussi être investie et pourquoi pas aider ces émigrés-là à mettre en place des petites entreprises. Donc, je pense que l'implication de la société civile, la prise, une prise de conscience par rapport à différents angles du sujet de l'immigration permettra à la fois de montrer les avantages et pour les Européens et pour les Africains, mais aussi de pouvoir servir de solutions aussi à long terme pour les retours volontaires d'immigrés qui soit n'ont pas été régularisés, soit le sont déjà, mais ont pour ambition de retourner dans leur pays. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Diadier Dembélé ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de Business Africa. Bonne semaine à tous.